Bonjour, je continue l'exploration des côtes de nuit en blanc et après vous avoir parlé de Marsanais, je passe juste au sud à l'appellation Fixin. Pendant longtemps, Fixin marquait la limite nord des côtes de nuit avant que Marsanais dans les années 80 se réveille. Fixin est une appellation, je dirais, historique dans le sens où elle a été délimitée avec beaucoup d'autres dans les années 30. Fixin, c'est finalement une appellation relativement modeste, en tout une centaine d'hectares, et essentiellement en rouge. Il y a juste 6 hectares en blanc, autrement dit, le Fixin blanc est plutôt rare. C'est ce que je vous présente aujourd'hui, toujours dans le domaine huguenot, en millésime 22, et la cuvée s'appelle Blanc d'Argile. Blanc d'Argile, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement un assemblage de 4 climats qui ont comme caractéristique, vous vous en doutez, un taux d'argile important. En Bourgogne, souvent, dans un terroir donné, si on a d'une part du calcaire et d'une part des argiles, sur des secteurs fortement calcaires, on aura des vins pointus, d'acidité marquée, avec beaucoup d'élégance. Et pour ce qui est donc des secteurs argileux, des vins plus ronds, plus gras. Bon, c'est toujours pareil en Bourgogne et d'une manière générale dans les terroirs de haut niveau. Les règles, c'est pas toujours vérifié partout, peu s'en faut. Disons qu'en Bourgogne, classiquement, pour évoquer cette histoire-là, on peut faire nord-sud avec donc le nord Chablis, ces vins donc pointus minéraux. Et puis tout au sud, le Mâconnais, au contraire, avec des vins plus gras, plus ronds. À côté, il y a Pau-d'Ifussé, mais là, la géologie est tellement complexe que chercher des règles, c'est même pas la peine. Le domaine huguenot, je vous en ai déjà parlé, je vous renvoie à ma vidéo sur Marsanais. Cette appellation Fixin donc est un peu coincée, si l'on peut dire, avec au nord Marsanais et au sud Gévray-Chambertin, plus exactement la commune de Brochon. Donc une partie fait partie de l'appellation Fixin et l'autre de l'appellation Gévray-Chambertin. Gévray-Chambertin est une appellation beaucoup plus étendue. Fixin est donc cette cuvée, donc ces 4 climats qui sont répartis dans la zone basse du village, avec un certain nombre de climats qui sont du côté sud sur Brochon et d'autres sur le côté nord vers Marsanais. Donc cet assemblage veut mettre en valeur l'intérêt de l'argile sur ce chardonnay. Il faut noter, et avant de le juger, il faut quand même savoir qu'on a affaire à des vignes très jeunes, entre 5 et 15 ans, indique la fiche technique. Nous allons donc goûter ce Fixin en vous disant que bien sûr 2022 on arrive un peu tôt, mais on devrait déjà goûter quelque chose de très agréable. Robe pâle, limpide, à reflet vert, bien sûr, vin jeune. Il est intense de poire, avant même l'agitation. Voilà, un peu pêche blanche. Note très fine de citron, un peu de menthol, joli nez. Le vin a une belle ampleur en bouche. Elle est encore un peu marquée par l'élevage, ce qui est tout à fait normal. À déguster vraiment dans un an ou deux pour qu'ils s'épanouissent complètement. Par rapport à Marsanais, il n'y a pas vraiment un fossé. Je pense qu'à âge égal, par exemple, ce genre de Fixin aurait plus d'ampleur qu'un Marsanais, mais vous le savez, à Marsanais, on va délimiter des premiers crus et on va peut-être voir des nuances plus nettement qu'aujourd'hui. Je vais donc... ah oui, je voulais aussi parler des prix. Donc ça, c'est 27,50. Et j'ai retrouvé un vieux tarif
qui proposait le millésime 2015 à 20 euros. Avec le décalage des années, ça fait à peu près 5% d'augmentation par an. Et quand on voit ce qui se passe en Bourgogne, on peut dire que les Huguenots sont extrêmement raisonnables. C'est toujours donc des vins en bio et même en biodynamie depuis pas mal d'années. Et je saisis cette occasion pour vous parler du bio, mais je vais même élargir le sujet carrément, puisque finalement le vin bio, c'est de l'agriculture bio, et l'agriculture du bio, c'est de l'agriculture. Et j'ai songé finalement à survoler un peu le sujet de l'agriculture. Évidemment, je ne vais pas vous faire une conférence, mais je vais quand même diviser ça en deux. Parce que finalement, l'agriculture, c'est se nourrir, c'est donc notre instinct de survie. L'instinct de survie, d'ailleurs, n'est pas toujours fiable. On voit très bien parfois des animaux qui s'empoisonnent en avalant des choses qu'ils ne devraient pas avaler. Alors je fais un grand bond dans le passé pour vous parler des hommes du Paléolithique, les chasseurs-cueilleurs. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça vient faire dans cette histoire-là? Il faut bien démarrer de quelque part. Et ces gens-là, je vous le rappelle, étaient extrêmement observateurs et s'adaptaient merveilleusement à leur milieu. Sinon, on ne serait pas là aujourd'hui. C'était les rois du circuit court et du développement durable. Circuit court parce que naturellement, ils cherchaient à s'alimenter tout près de chez eux, c'est une évidence. Et puis développement durable, de maintenir leurs ressources. Prenons un exemple tout bête, ils repèrent des arbres fruitiers dont ils sont très friands. Une fois qu'ils ont mangé les fruits, ils vont sans doute pas abîmer ces arbres pour faire autre chose avec le bois. Donc évidemment, c'est un raccourci. Naturellement, ils étaient amenés à bouger en fonction des circonstances, des calamités météo, etc., etc. Mais il reste finalement, assez curieusement, une leçon pour nous aujourd'hui. C'est pour ça que je reparle de circuit court et de développement durable, qui sont des mots très à la mode aujourd'hui, dont certains, à mon avis, abusent. Alors nous allons les laisser où ils sont, et puis nous allons faire un rapprochement très rapide avec le 19e siècle et la deuxième partie. Deuxième partie du 19e siècle, comme vous le savez, c'est la révolution industrielle avec l'utilisation massive du charbon, les chemins de fer, etc. Donc il s'ouvre des usines et des fabriques, mais finalement l'agriculture, elle regarde ça un peu de loin. Pour s'en rendre compte, je vous suggère de relire Zola avec les deux romans classiques La Terre et Le Ventre de Paris. Zola était en fait ce qu'on appellerait aujourd'hui un journaliste d'investigation, voire même un lanceur d'alerte. Passons maintenant à l'entre-deux-guerres, entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Nous sommes dans les années 30 et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pas mal de choses, mais pour résumer, il y a une chose qui est intéressante, c'est que la population rurale devient inférieure à la population urbaine selon les critères de l'époque et les chiffres dont il disposait. Mais en gros, ce n'est pas discutable avec le recul. On pourrait en déduire qu'il y a moins de bras pour nourrir plus de gens. C'est un raccourci parce que l'exode rural n'était pas le fait unique des agriculteurs et puis qu'il y avait des échanges internationaux quand même s'ils étaient extrêmement modestes aujourd'hui, pour différentes raisons bien sûr. Et puis aussi, on était dans une période de protectionnisme qui rappelle cruellement aujourd'hui la politique des États-Unis. Autre phénomène, alors je vous parle d'un personnage intéressant de l'époque, Claude Lévi-Strauss, anthropologue ou ethnologue comme vous voulez, et qui a fait des voyages de par le monde. D'ailleurs, publié un livre qui en dit long, qui s'appelle Triste Tropique. Et il a été notamment au Brésil observer ce qu'on appelait à l'époque des peuples primitifs, restés à l'écart des évolutions des pays industrialisés. Et il a observé comment ces gens se débrouillaient pour se nourrir et préserver leurs ressources. Et les observations qu'il a faites à l'époque sont très actuelles en fait. Ensuite, nous arrivons à la Seconde Guerre mondiale et après, les besoins sont énormes. Les États-Unis nous aident et dans les campagnes, c'est la mécanisation qui arrive et aussi des semences très productives de blé.
à l'époque, un certain Raoul Lemaire s'interroge sur cette évolution, sur ce blé à très haut rendement et très riche en gluten, le gluten étant, on devrait dire les gluten, des protéines potentiellement relativement agressives pour les intestins, puisqu'il y a des gens qui font des allergies vraies, qu'on appelle la maladie cœliaque, et il faut absolument qu'ils évitent tout ce qui contient du gluten. Et dans notre alimentation quotidienne en France, c'est avant tout le blé et ses dérivés. Donc il s'interroge sur ce qualité de blé fort discutable et il met au point une formule de farine avec un associé qui va s'appeler tout simplement farine Lemaire, où il va privilégier des races anciennes de blé, beaucoup moins riches en gluten. Est-ce que ça existe toujours? Oui, bien sûr, il y a le petit épeautre. Le petit épeautre, une céréale traditionnelle des Alpes de Haute-Provence et de la Drôme, enfin il y en a ailleurs. On peut dire que d'une certaine manière, Raoul Lemaire a mis un pied dans le pain bio d'aujourd'hui. Par la suite, un autre boulanger fort connu dans les années 70 à Paris va reprendre un peu cet esprit-là, c'est Lionel Poilane, qui malheureusement se tuera dans un accident d'hélicoptère quelques années plus tard. Disons que ces gens-là ont ouvert des fenêtres et ont réfléchi à des choses qui ont toute leur valeur aujourd'hui. Je vais m'arrêter là et la prochaine fois je poursuivrai jusqu'à nos jours. Voilà, à bientôt.